BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour et bienvenue dans le club BFM Crypto un peu spécial aujourd'hui puisqu'on va faire une spéciale Ethereum. On va parler d'Ethereum pendant 25 minutes, voir un peu où en est la deuxième crypto la plus capitalisée du marché dans les cours, mais aussi techniquement, quel est son futur, quelles sont toutes les applications qu'elle propose. Voilà, on va en parler. Et ça tombe bien parce qu'il y a Hawk Invest qui sort un dossier, voilà, qu'on voit ici à l'écran pour ceux qui nous suivent en vidéo. Ethereum, aligner ou ne pas s'aligner. Voilà, pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Artem Siniakine. Bonjour Artem. Bonjour Amaury. Voilà, cofondateur du média Hawk Invest, et Lilian Aliaga. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Ici, journaliste indépendant. Je propose qu'on commence déjà par faire un petit point marché parce qu'il y a eu un été mouvementé sur le marché crypto. On en a déjà parlé hier, notamment au niveau du Bitcoin dans l'émission. Quelques chiffres en rappel. Voilà, quand même, le Bitcoin sur un an, c'est plus 128%. L'Ethereum, entre guillemets, plus 50-30%. Sur un mois, en gros sur l'été, le Bitcoin c'est moins 4%, alors que l'Ethereum c'est moins 16%. Voilà, l'Ethereum à l'instant où on se parle autour des $2500. Lilian, ça peut quand même susciter certaines inquiétudes du côté des investisseurs, d'autant plus qu'on a eu des ETF Ethereum qui ont été acceptés outre-Atlantique en juillet, donc c'est un peu contre-intuitif, quoi. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'Ethereum sous-performe entre guillemets le Bitcoin sur l'année ? Effectivement, ce qu'on constate déjà en préambule, c'est que le sentiment des investisseurs était un petit peu morose sur les derniers mois. Il est clairement négatif maintenant au niveau d'Ethereum. On se pose des questions, on se demande pourquoi l'Ether n'arrive pas à mieux performer sur le marché, pourquoi est-ce qu'il sous-performe Bitcoin et pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus haut à l'heure actuelle. Pour répondre à cette question-là, je pense qu'il y a plusieurs éléments à mettre sur la table et à mon sens, le positionnement d'Ether à l'heure actuelle sur le marché n'est pas si inquiétant de ça. Il y a deux raisons qui me poussent à croire que on est là où on doit être avec l'Ether. Une raison de vision globale du marché, une raison fondamentale. Je reviendrai sur la raison fondamentale tout à l'heure, mais d'abord, d'un point de vue du marché, il faut qu'on commence à comprendre qu'on est dans un cycle atypique. Il y a une anomalie dans notre cycle, on en a beaucoup parlé ensemble sur ce plateau, c'est le fait que le Bitcoin ait franchi son ancien plus haut historique avant le halving. Effectivement, ce qui n'était jamais arrivé. Ça n'était jamais arrivé. Historiquement, qu'est-ce qui se passe ? On a le halving, donc division par 2 des récompenses des mineurs de Bitcoin, et ça enclenche dans les mois qui suivent une hausse du Bitcoin qui va chercher son ancien plus haut historique, qui continue son rallye haussier et qui marque un nouveau plus haut historique, un nouvel ATH. C'est comme ça que se déclenchent habituellement les cycles. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier, on a eu l'approbation des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, et ça a déclenché évidemment un intérêt massif des investisseurs, un afflux de capitaux qui fait que le Bitcoin est parti à la hausse, il a franchi son ATH, et tout ça avant le halving. Et quand on est arrivé au halving, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait ? D'habitude, dans les cycles, ça se passe pas comme ça. Comment est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois ? Et c'est la raison pour laquelle le marché latéralise et corrige un petit peu depuis mars, c'est que on s'est rendu compte qu'on était en avance sur le cycle. On ne devrait pas être là à l'heure actuelle avec Bitcoin. On est en avance. Et donc, ceux qui en ont le plus pâti, ce sont les altcoins. Et en fait, l'Ether est la représentante des altcoins, c'est-à-dire de toutes les autres cryptos qui ne sont pas Bitcoin. Et donc, l'Ether a corrigé beaucoup moins que les autres altcoins, certes, mais l'Ether a corrigé. Donc, pour cette raison-là, moi, je ne suis pas alarmé. Maintenant, quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'Ether rattrape son retard et surperforme à nouveau Bitcoin ? Cette réponse-là, on la donne, en tout cas à chaque fois, tous les mardis où je passe sur ce plateau, on en parle avec le point technique des analystes et notamment Vincent Gagne qui nous dit on n'est pas dans une saison des alts, on n'est pas dans une saison de surperformance des alts, en tout cas pour l'instant. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on regarde l'indicateur de la dominance du Bitcoin. Ce qui se passe, c'est qu'elle augmente constamment, elle est en tendance haussière. Donc le Bitcoin prend de plus en plus de place dans le marché. Et donc, les capitaux vont sur Bitcoin. Le jour où les capitaux ruisselleront sur les altcoins, là, on parlera d'altcoins. Bitcoin a actuellement une dominance de 56% sur le marché à peu près. Vincent Gagne qui sera avec nous mardi prochain. Et Lilian, en gros, ce que vous nous dites, c'est que Bitcoin était en avance. Mais Ethereum n'est pas spécialement en retard en fait. Ethereum est dans son cycle et c'est juste qu'avec l'approbation des ETF Bitcoin Spot, en janvier dernier, Bitcoin a pris beaucoup plus d'avance que dans les cycles précédents. Donc on a eu une correction. Alors il y a certains altcoins qui ont suivi et on a eu une correction du coup de mi-cycle, ce qu'on appelle une correction de mi-cycle, peut-être plus importante que ce qu'on pensait. Artem, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus sur la chute globale du marché qu'on a eu notamment le 5 août. Mais même de l'ensemble effectivement des altcoins qui sont allés beaucoup plus bas que ce que la plupart des gens pensaient. Je pense juste, le marché est assez intéressant aujourd'hui, parce que quand on regarde le Bitcoin, on est quand même aux alentours de 15% de son ATH, donc le plus haut jamais atteint. Comme Lilian il a dit, il est arrivé avant le halving, et pourtant,
on n'a pas l'impression que les gens s'intéressent de nouveau aux cryptos. On n'a pas l'impression que tous les médias en parlent. On n'a pas l'impression d'être dans ce bull run, ce marché haussier que tout le monde attend depuis 3 ans maintenant. On a l'impression d'être dans un marché qui est assez ennuyeux, qui est très lent. Et lorsqu'il y a des gros mouvements, c'est généralement vers le bas. Donc, je n'ai pas forcément d'avis sur le cours et je n'ai pas envie de dire d'ici 3 mois, on va connaître une hausse faramineuse sur Ethereum. Moi, je pense que juste tous les yeux sont rivés sur Bitcoin et surtout sur la politique monétaire aux US, les élections US qui vont être les 2 événements majeurs, qui vont un peu être les déclencheurs des mouvements marché, pas uniquement sur le marché crypto, mais également le marché action. Et je pense que les marchés essayent d'anticiper un peu ces 2 événements et c'est pour ça aussi que on latéralise, on attend et on se prépare à la suite. Absolument, on attend d'ailleurs la prochaine réunion de la Fed le 18 septembre et la question est de savoir de combien la Fed va baisser ses taux, de 25 ou de 50 points de base, on le saura très bientôt. Juste pour finir sur le point marché, on va dire, personne n'a de boule de cristal, mais j'aimerais votre avis. Est-ce que certains pensent qu'il n'y aura pas forcément une alt season aussi forte que dans les cycles précédents, que maintenant avec l'approbation des ETF, les liquidités ne ruisselleront pas forcément de Bitcoin ou d'Ethereum aux autres cryptos. Je ne sais pas si vous avez un avis sur ce sujet-là, Lilian. Un avis divergent, je crois, sur ça. On en a déjà discuté ensemble avec Artem, et je crois même la dernière fois qu'on était sur ce plateau, on en parlait déjà. Donc je ne sais pas si le temps nous a donné raison à l'un ou à l'autre. En tout cas, à titre personnel. Théoriquement, là, il n'y a pas eu encore le gros bull run que tout le monde attendait, sauf il y a eu un début de cycle haussier, mais en tout cas le bull run que la plupart des gens attendent, il n'est pas encore arrivé. Exactement. Donc moi personnellement, je pense que les liquidités qui sont apportées par les ETF Bitcoin Spot, c'est un nouveau type de public qui rentre sur Bitcoin, qui va investir par ce biais-là. Donc on aura plus de capitaux placés sur Bitcoin, mais ça n'empêchera pas tous ces investisseurs particuliers qui passent par les biais des plateformes d'échange de crypto, des portefeuilles numériques, etc., de suivre le mouvement du ruissellement, comme je l'expliquais. Le moment où la dominance de Bitcoin va être tellement grande qu'elle va commencer à diminuer, ça va être un ruissellement de capitaux vers les alts. Toutes ces personnes-là continueront à suivre le mouvement. Ce ruissellement aura lieu. Alors peut-être qu'en perspective vis-à-vis du fait que Bitcoin sera beaucoup plus grand avec les ETF, il sera moins important, mais ça n'empêche que je pense qu'on aura la même quantité de capitaux qui iront vers les altcoins. On aura une alt season. Alors évidemment, elles sont toujours différentes, mais elle aura lieu et ça, je pense qu'on peut le dire. Donc Lilian, pour vous, a priori, alt season, d'ici quelques mois, automne, hiver, on ne sait pas trop. Artem Alors moi, je pense qu'il y a une chose importante à noter. Donc on a vu le lancement des ETF Bitcoin qui a été un succès assez incroyable, le meilleur lancement des ETF de tous les temps. Quant aux ETF Ether, ça n'a pas du tout été le cas. Dès la 2e semaine, on avait déjà des flux négatifs sur les Bitcoin, sur les ETF, outre celui de Grayscale. Donc on voit que l'Ether n'intéresse pas tant les institutionnels. Et donc on peut se dire que les institutionnels auraient eu tendance à se repositionner sur les gains qu'ils ont fait sur les ETF Bitcoin vers les ETF Ether. Comme l'Ether n'a pas encore autant performé que le Bitcoin, c'est pas quelque chose qu'on a vu. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver plus tard, tout simplement ? Tout à fait, oui, tout à fait. Mais moi, je maintiens cette thèse on aura une alt season, mais je pense qu'elle sera moins forte que les précédentes. Par contre, je pense que Bitcoin et Ether vont quand même se distinguer des autres altcoins. Peut-être Solana en plus, qui pour moi sera vraiment la porte d'entrée pour le retail. Bon, on verra ça dans quelques mois. Lilian, pour finir là-dessus. Je préciserai aussi que la façon d'investir par les ETF, c'est une vision long terme. C'est pour ça que j'ai toujours été un petit peu surpris de voir l'approbation des ETF Ether, parce que pour moi, la thèse d'investissement sur Bitcoin, c'est une thèse long terme, et je comprends que peu importe les évolutions des prix, les investisseurs continuent d'accumuler du Bitcoin par le biais des ETF. Pour les altcoins, c'est exactement ce que je vous expliquais. À l'heure actuelle, pour l'instant, on n'a pas les indicateurs qui nous prouvent qu'on va vers une alt season, et donc qu'il est plus intéressant d'être sur les altcoins que sur le Bitcoin. Donc, je comprends que même si on a les ETF, les gens ne se positionnent pas sur l'Ether pour l'instant, parce que les indicateurs nous montrent que tout simplement, il est plus intéressant d'être sur le Bitcoin. Donc même pour les ETF, le schéma est le même. Donc dans tous les cas, quand on aura vraiment les indicateurs d'une potentielle alt season, les investisseurs se positionneront, mais je ne pense pas que ce soit par le biais des ETF, parce que ce sont des mouvements beaucoup trop court-termistes pour le faire par le biais d'un ETF.
On verra. Bon, en tout cas, les tuyaux sont posés. Et puis, si le marché se réveille, peut-être que ça alimentera un petit peu ces ETF Ethereum, je le rappelle, ont été acceptés en juillet dernier aux États-Unis. Artem, au niveau de l'Ethereum, justement, bon, c'était le dossier en question, là, Ethereum s'aligner ou ne pas s'aligner de Hawk Invest est sorti le 1er août. Pourquoi avoir fait ce dossier-là le 1er août alors que finalement le marché était plutôt calme? En tout cas, Ethereum était plutôt calme. Il ne se passait rien de spécial à ce moment-là. Oui, tout à fait. Alors, comme au début de cette émission, on a tendance à parler du prix en premier et ensuite regarder les fondamentaux. Avec Hawk, on a une tendance de faire un tout petit peu l'inverse, donc s'éloigner un tout petit peu du prix et regarder un peu les discussions qui ont lieu en fait sur le marché. Il faut savoir qu'Ethereum, quand même, cette année, il a connu une évolution qui est assez incroyable. On a eu énormément d'intérêt de la part de l'infrastructure d'Ethereum. On a eu énormément de ce qu'on appelle des Layer 2, donc des solutions de seconde couche qui permettent à Ethereum de devenir plus scalable, de devenir plus performant, plus rapide, qui se sont lancées. Ces secondes couches, ils avaient toute une approche un peu différente et elles justifiaient leur approche de par soit leur infrastructure, soit le fait de vouloir s'aligner avec Ethereum, soit le fait de vouloir redonner de l'argent. Ça veut dire quoi vraiment s'aligner avec Ethereum? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors, justement, Amaury, c'est le 3e dossier, je crois, au 4e dossier qu'on présente ici sur ce plateau, et jusqu'à présent, on a toujours relaté les faits dans ces dossiers-là. C'est le premier dossier où on aborde un sujet qui est un peu plus philosophique, puisque chacun a sa propre approche et il n'y a pas de réponse exacte. Et par exemple, donc Abdelhamid Bakhta, celui qui travaille chez Starkware, qui est core contributeur chez eux et qui sont également les sponsors de ce dossier, il avait décomposé dans un article. Il avait dit, il y a 3 façons aujourd'hui de s'aligner avec Ethereum. Il y a la façon technique, il y a la façon économique et la façon culturelle. La façon technique va consister à employer à peu près les mêmes outils, ça veut dire les mêmes portefeuilles, les mêmes standards de tokens qu'Ethereum. La façon économique, ça voudra dire que une partie des revenus qui sont générés sur ces Layer 2 va être redistribuée à Ethereum ou à l'écosystème Ethereum. Et la façon culturelle, là on va aller beaucoup plus loin, ça veut dire qu'on va essayer d'améliorer Ethereum. Donc, ne pas seulement bosser sur notre propre projet, mais discuter avec les développeurs Ethereum, mettre en place des solutions qui permettent de le rendre plus scalable, de le rendre plus performant. Et au final, on voit, c'est ce que fait Vitalik aujourd'hui sur ses réseaux, et c'est ce qui lui a été reproché, c'est de faire trop de philosophie sur les réseaux. Et du coup, pour se moquer un peu des gens qui lui disaient « Mais Vitalik, il faut que tu parles d'Ethereum, il faut que tu dises que c'est le meilleur », il a posté la photo d'un taureau qui porte une médaille Ethereum en disant « Voilà, je suis bullish sur Ethereum, ça veut dire que je crois à la hausse d'Ethereum ». C'était un peu sa façon de répondre un peu à tous ces gens qui ne pensent qu'au prix, qui ne pensent jamais à ce qui se passe réellement derrière les coulisses. Il a fait un peu sa part culturelle. Et Artem, en tant qu'on soit investisseur ou alors tout simplement créateur de projet, c'est vraiment important de s'aligner entre guillemets avec Ethereum si on veut réussir. Je pense que chaque projet est libre de choisir ce qu'il a envie de faire. Et comme j'ai dit juste avant, chaque projet va avoir sa propre façon de percevoir l'alignement avec Ethereum. Je pense que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Mais je pense que s'aligner avec Ethereum, ça a ses avantages. Par exemple, on va s'exposer à la première blockchain d'infrastructure, ou la blockchain programmable, en termes de volume et en termes d'actifs sur cette blockchain-là. Rien que ça permet d'avoir déjà les outils que la plupart des personnes ont, d'avoir accès directement à toutes ces liquidités. Mais il y a un désavantage, c'est que puisqu'il y a énormément de projets qui se lancent dessus, c'est plus compliqué de se distinguer sur cette blockchain. Et donc, on sera moins visible et on pourra moins profiter potentiellement de notre avantage, de notre projet. Et je pense à d'autres blockchains qui ont décidé de ne pas du tout s'aligner avec Ethereum, notamment, on peut nommer Solana, on peut nommer Cosmos, Aptos, Sui. Celui qui en sort le plus gagnant aujourd'hui, c'est Solana. Mais on voit que aujourd'hui, par exemple, pour prendre l'outil le plus important dans la crypto-monnaie, ce sont les portefeuilles. L'outil le plus utilisé, le portefeuille le plus utilisé sur Solana est Phantom. Et depuis maintenant 1 an, je crois, ils ont ajouté la possibilité d'interagir avec Ethereum directement depuis Phantom. Alors que de base, c'était un wallet Solana. C'est ça que ça veut dire. Ils s'alignent avec Ethereum finalement. Alors, ils s'alignent avec Ethereum, mais je pense que dans les portefeuilles, c'est le portefeuille qui va avoir le plus de blockchain intégré qui en ressortira gagnant. Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui le gros problème de la crypto-monnaie, c'est qu'en fait, on a cette fragmentation, on a un nombre d'outils incalculable qui nous permettent d'accéder à certains services et pas à d'autres. Et donc, on voit d'autres portefeuilles, comme par exemple Kepler sur Cosmos, qui vient de rajouter également
cette fonctionnalité et MetaMask, qui est le portefeuille Ethereum, qui rajoute la possibilité maintenant d'interagir avec des blockchains qui ne sont pas sur EVM, qui ne sont pas compatibles EVM, Ethereum Virtual Machine. Bon, on parlera juste dans quelques instants des concurrents à Ethereum, voilà, voir quels sont ceux qui sont sérieux, est-ce que la concurrence est très proche tout simplement de la deuxième crypto du marché ou non. Lilian, dans ce dossier-là, il est quand même pas mal question de risk-taking, c'est une particularité d'Ethereum. Est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est? Peut-être d'abord, avant de perdre tout le monde, réexpliquer ce qu'est le staking, peut-être le liquid staking, puis après le risk-taking. Faire des étapes. Ouais, on est obligé, voilà, rapidement, pour ceux qui nous rejoignent, qui soient pas trop perdus. Pour ceux qui sont prêts à couper, parce que le risk-taking, ça leur fait peur. Non, restez avec nous. C'est important parce que c'est une des tendances les plus intéressantes actuellement sur Ethereum. Et pour vous dire à quel point c'est une des tendances les plus intéressantes, c'est que le protocole qui a lancé cette activité a atteint, je crois, quelque chose comme 15 milliards de dollars de valeur bloquée sur son protocole en l'espace de quelques mois seulement. C'est désormais le deuxième plus gros protocole d'Ethereum, donc on parle de quelque chose qui vraiment intéresse et qui peut être très très important pour l'avenir d'Ethereum. Donc, on parle de risk-taking. D'abord, qu'est-ce que le staking? Comme vous le savez, Ethereum, c'est une blockchain de type Proof of Stake. Donc c'est comme ça que fonctionne cette blockchain. Et donc pour lui permettre de fonctionner et de la sécuriser, il y a une activité qui s'appelle le staking. Et donc vous allez mettre en jeu un certain montant d'Ether pour pouvoir sécuriser la blockchain. Donc ces Ethers sont bloqués au sein d'Ethereum. À l'heure actuelle, il y en a 25% de toute la quantité totale d'Ether en circulation, donc ça fait quand même 75 milliards de dollars. Et donc ça fait évidemment une sécurité économique qui est énorme. Donc ça, c'est le staking. Et en échange, on reçoit un peu des rewards aux alentours de 3 à 4% par an à peu près, je crois. Oui, plutôt 4% pour Ethereum. Et donc voilà, vous êtes payé finalement pour contribuer à la sécurisation d'Ethereum. Ça, c'est le staking. Maintenant, le problème, c'est que ces 25% d'Ether en circulation, ils sont bloqués dans la blockchain. Et donc, on a décidé d'inventer, entre guillemets, le liquid staking. Donc, c'est rendre liquide cette activité. C'est-à-dire que quand vous déposez un Ether dans la blockchain, on vous donne un token en retour, qui est en fait une preuve que vous avez bien déposé, mais qui peut aussi être utilisé dans la finance décentralisée. Ce token, il vaut le prix de votre dépôt, et donc vous pouvez aller sur un protocole de prêt, d'emprunt, le déposer, générer du rendement avec. Enfin voilà, on a rendu liquide cette activité de staking. Qu'il ne soit pas complètement bloqué, qu'on puisse faire autre chose avec. Et donc on arrive maintenant au cœur de notre sujet. Qu'est-ce que le risk-taking? L'idée du risk-taking, c'est de dire que vous pouvez prendre finalement ce token liquide, vous pouvez prendre votre Ether qui est staké dans la blockchain Ethereum, et vous allez le placer en staking dans un autre protocole. C'est pour ça qu'on dit risk-taking. Vous restakez une deuxième fois. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça, mais je sais que je vais me faire un petit peu taper sur les doigts par ceux qui suivent l'écosystème, donc je vais donner la définition officielle de ce que veut faire EigenLayer, qui est donc ce protocole de risk-taking le plus important. L'idée, en fait, c'est d'ouvrir la sécurité économique d'Ethereum. C'est de dire qu'on va construire une place de marché sur laquelle les protocoles, les réseaux distribués, plus précisément, peuvent venir louer une partie de cette sécurité économique d'Ethereum pour construire leur propre sécurité économique. Vous avez, comme je le disais, 75 milliards de dollars qui sont placés pour sécuriser Ethereum. Si vous voulez construire un protocole, une blockchain de seconde couche, comme ce dont parlait Artem tout à l'heure, ça va être difficile pour vous de devoir construire votre propre couche de consensus, avoir des utilisateurs qui viennent placer des crypto-monnaies en staking chez vous, parce que vous avez Ethereum qui capture la majorité des liquidités à côté. Et donc, si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que ça va vous coûter cher, que vous allez devoir attirer des gens. Pour attirer des gens, qu'est-ce qu'on fait? On leur propose des très gros rendements, donc ça peut sembler un petit peu étrange, et puis finalement vous dénaturez votre token, et historiquement on a compris que ça ne marchait pas sur le long terme. Donc le risk-taking apporte cette possibilité, si vous voulez lancer par exemple une blockchain de seconde couche, de passer par EigenLayer pour dire je ne développe rien, j'utilise l'infrastructure d'EigenLayer, et en plus, des gens peuvent dire moi je stake sur Ethereum, et maintenant je vais aussi staker chez vous. Et comme ça, tout le monde est content puisqu'on génère un double rendement, puisqu'on cumule deux rendements. Et pour les protocoles, c'est extrêmement intéressant parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et on s'ouvre à 75 milliards de dollars pour venir sécuriser chez vous. Bon, il nous reste peu de temps, mais Artem, là, sur cette narrative, juste le fait d'avoir un double rendement très rapidement, est-ce que ça fait pas un petit peu peur, entre guillemets, de se dire attendez, c'est bizarre quand même qu'il y ait un double rendement, il n'y a pas un truc bizarre derrière tout ça? En fait, c'est une idée qui n'est pas nouvelle et qui ne vient pas d'Ethereum de base, ça vient de Cosmos. C'est quelque chose qui a été proposé dans Atom 2.0, une mise à jour du protocole qui a été proposée il y a 1 an et demi, 2 ans, il me semble. L'idée, c'était de pouvoir utiliser la blockchain Atom
comme la blockchain qui va sécuriser toutes les autres petites blockchains autour. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Cosmos, ce n'est pas une blockchain aussi populaire qu'Ethereum. Donc, forcément, il y a moins d'utilisateurs, il y a moins d'intérêt, il y a moins de gains financiers. Ether, c'est une blockchain qui est énorme, mais qui ne génère pas un rendement si exceptionnel. Quand on regarde 4% aujourd'hui, au final, autant investir dans les bons trésors américains, on a à peu près le même rendement. Bon, en tout cas, ça s'est développé très fort sur Ethereum. C'était une grosse tendance ces derniers mois. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il y a toujours autant d'utilisateurs? Est-ce qu'il y a toujours une hype, entre guillemets, qui se développe autour du restaking, Artem? Alors, la hype de base, pourquoi est-ce qu'elle a été générée? C'est parce qu'on promet un airdrop aux utilisateurs. En plus du rendement qui va être généré à travers le staking, on va vous dire, écoutez, si vous déposez vos Ethereum chez nous, vous allez percevoir un rendement. Ce rendement sous forme de airdrop, ça veut dire que ce sont des tokens qui sont donnés gratuitement lorsqu'un projet sort son propre token. Ça attire énormément d'investisseurs. Et on a vu énormément de projets jouer sur cette tendance de airdrop, de, comme on appelle ça, le farming, sur les différents protocoles, et essayer d'aller déposer de l'argent un peu partout et espérer de recevoir de l'argent. Eigenlayer, c'est ceux qui ont le mieux réussi, puisqu'aujourd'hui, de mémoire, ils ont 10 milliards de dollars sur le protocole, à peu près. Donc, au final, il y a énormément d'attentes pour leurs tokens. Et donc, pour l'instant, les gens, ils gardent leurs Ethers là-bas. Ensuite, en fonction de la performance du token, est-ce que ça sera intéressant de le garder ou pas? Je pense que c'est Eigenlayer qui va un peu définir cette tendance. Ça devrait continuer, la tendance du restaking? Je pense que lorsque Eigenlayer sera lancé, on va avoir d'autres alternatives qui vont promettre la même chose. Et en fait, lorsqu'une autre alternative lancera son token, il y en aura une autre, il y en aura une autre, il y en a encore une autre. Et toutes ces alternatives deviennent de moins en moins qualitatives, selon moi. Et tous les projets qui vont se lancer sur ces alternatives vont devenir de moins en moins qualitatives. Et donc pour moi, au bout du 3e, 4e Eigenlayer, cette tendance devrait s'essouffler. Et à ce moment-là, on devrait avoir un peu une stabilisation du marché, voire un réel intérêt de la part des investisseurs à continuer à déposer leurs Ethers dans ces contrats-là. Très très rapidement, Lilian, on a pas mal parlé il y a quelques mois sur ce plateau des airdrops. Moi j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est moi, mais qu'on en entend beaucoup moins parler en ce moment. C'est le cas? Ça s'est un petit peu calmé ou... En 2 mots, comme toute tendance du secteur de l'industrie des crypto-monnaies, elle est essorée jusqu'à ce que les investisseurs eux-mêmes en aient marre. Ça va repartir là ou... Je pense que c'est une stratégie marketing qui commence vraiment à s'essouffler parce qu'on se rend compte qu'un airdrop souvent est déceptif et donc malheureusement la communauté vend immédiatement et délaisse le projet. Donc c'est plutôt maintenant l'inverse le résultat. Donc non, je pense que ça va s'essouffler. Ok, merci beaucoup Lilian Aliaga, journaliste indépendant. Merci beaucoup Artem Siniaking, donc cofondateur du média Okinvest. Et vous avez sorti le 1er août ce dossier Ethereum, s'aligner ou ne pas s'aligner. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.